La Chine cherche à déclencher une guerre massive avec le Japon et l'Inde. Et cela est le résultat direct d'une doctrine d'expansion systématique à laquelle le Parti communiste chinois adhère. Pour mettre la crise en perspective, la Chine a 14 voisins, et jusqu'à présent, elle a eu des différends avec chacun d'entre eux. En fait, 8 d'entre eux sont des conflits territoriaux majeurs qui sont toujours en cours, mais la dernière escalade est terrifiante. Après que le Japon a déclaré qu'une invasion de Taïwan menaçait son existence, un consul général chinois a lancé une menace directe. Il a affirmé vouloir décapiter le premier ministre japonais, ce qui n'est pas du tout diplomatique. Mais cette crise ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, la Chine a enlevé un citoyen indien lors d'une escale. Tout cela parce que son passeport indiquait qu'elle vivait dans l'état indien de l'Arunachal Pradesh. Et, selon le Parti communiste chinois, cet état fait partie de la Chine. Vu la situation, l'objectif du Parti communiste chinois est évident. Les frontières chinoises s'étendent sans cesse. Commençons par le début, par ce qui se passe entre la Chine, le Japon et l'Inde, le 31 octobre. Donc, il y a environ un mois, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Sonai Takahashi se sont rencontrés en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, qui s'est tenu en Corée du Sud. Maintenant, certains d'entre vous connaissent peut-être ce nom. C'est lors de ce sommet que Trump et Xi Jinping ont négocié un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Au même sommet, le Japon et la Chine se sont aussi rencontrés. Dès le 1er novembre, la Chine s'est plainte publiquement. Pourquoi était-il mécontent ? Eh bien, parce qu'apparemment le Premier ministre japonais a rencontré des responsables taïwanais lors du même sommet. Pour une raison inconnue, la Chine a trouvé cela inacceptable. Puis nous avançons au 7 novembre, environ une semaine après que toute cette histoire ait eu lieu. Le Premier ministre japonais a été questionné sur un sujet intéressant au Parlement. La question était, si la Chine envahit Taïwan, est-ce un risque ou une menace pour la sécurité japonaise ? Écoutez bien sa réponse. Mais le résultat, une semaine plus tard, a été une nouvelle division, après que Sanaa Takaichi a suggéré que son pays pourrait intervenir militairement à propos de Taïwan. En réaction, un haut diplomate chinois, dont le pays revendique Taïwan, a publié puis supprimé sur X une menace envers le Premier ministre. Maintenant, permettez-moi de vous donner un peu de contexte sur la raison pour laquelle cette question a été posée. En 2015, le Japon a adopté la loi sur la sécurité. Cette loi parle essentiellement de ce que le Japon ferait en cas d'attaque armée contre ses alliés. Cela représente également une menace existentielle pour le Japon. D'après cette loi, si une telle situation se produit, le Japon activera ses forces d'autodéfense pour répondre à la menace. Comme vous le savez, le Japon n'a pas d'armée. C'est pourquoi il dispose des forces d'autodéfense au cas où il serait attaqué. C'est pourquoi la première ministre a été interrogée pour savoir si une invasion de Taïwan serait vue comme une menace pour la survie du Japon. Et la première ministre a répondu oui. Cela signifierait que le Japon activerait les forces d'autodéfense pour défendre Taïwan. Je ne pense pas que ce soit une réponse insensée, c'est une réponse simple du point de vue japonais. Voici pourquoi. Beaucoup ignorent la proximité du Japon avec Taïwan. Vous voyez ces îles Yonaguni ? Eh bien, ce sont des îles japonaises, et elles ne sont qu'à 60 miles, soit environ 100 km de Taïwan continental. Cela signifie que Taïwan continental est en réalité plus proche du Japon que de la Chine. Et rien qu'en regardant cette carte, vous pouvez voir pourquoi tout ce qui arrive à Taïwan affecte la sécurité japonaise. Eh bien, pour une raison quelconque, la Chine n'était pas contente de cette déclaration que le Premier ministre japonais a faite devant le Parlement japonais. Parce qu'un consul général chinois à Osaka a publié cette déclaration. Ce n'était vraiment pas une déclaration diplomatique. Voici ce qu'il a dit. Si tu vas fourrer ce sale coup là où il n'a rien à faire, il va se faire trancher net. Tu es prêt pour ça ? Je suppose que c'est la diplomatie du Parti communiste chinois, je ne sais pas. Maintenant, le Japon n'était clairement pas satisfait du langage qu'utilisait le diplomate chinois, alors qu'il se trouvait sur le sol japonais. Le Japon a protesté auprès du Parti communiste chinois pour ce type de propos. Et en plus de cela, la première ministre japonaise a réaffirmé que la question n'était qu'une hypothèse, et que sa réponse était également hypothétique. En plus de cela,
Elle a également déclaré qu'elle ne ferait pas de commentaires similaires à l'avenir. Mais cela ne semblait pas du tout calmer la Chine, car les médias d'État chinois ont commencé à lancer publiquement des attaques virulentes contre la première ministre japonaise. Et en plus de cela, des navires des gardes-côtes chinois ont commencé à harceler les îlots japonais, en répétant la même chose, à savoir que ces îles proches de Taïwan, l'île Senkaku, le parti communiste chinois, affirment que ce sont des îles chinoises. Cela semble être une habitude du parti communiste chinois. Il se contente de revendiquer des choses qui appartenaient à d'autres pays. Je veux rappeler à tous comment tout cela a commencé. Le Japon a essentiellement dit qu'il défendrait son pays. Et pour cela, la Chine a en gros déclenché une guerre. La guerre économique se déroule déjà sous nos yeux. Les films japonais sont suspendus en Chine, les importations japonaises sont renvoyées ou annulées. Donc les commandes sont annulées parce que la Chine affirme qu'elle ne veut plus de fruits de mer japonais. Et en plus de cela, le gouvernement a mis en garde les voyageurs chinois contre le fait d'aller au Japon. Les compagnies aériennes chinoises offrent des annulations gratuites, ce qui reste conforme aux droits de la Chine. Le Parti communiste chinois a également reporté de nombreuses réunions culturelles qu'il avait prévues avec le Japon au cours du mois dernier. Mais ce qui est fou, c'est que le Parti communiste chinois a ordonné que tous les artistes japonais, c'est-à-dire les chanteurs, les acteurs et tous les autres artistes auxquels vous pouvez penser, eh bien, ils ne peuvent pas se produire en Chine. Et cela a créé des situations très compliquées pour la machine de relations publiques chinoise. Regardez le clip à l'écran. C'est une chanteuse japonaise, Maki Oshuski. Elle donne un concert pour des fans chinois à Shanghai. Sa performance a été interrompue en plein concert, au milieu d'une chanson. Et les responsables du Parti communiste chinois l'ont tout simplement retirée de force de la scène. Cela nous montre la nouvelle politique du Parti communiste chinois. Ils veulent punir tous les citoyens japonais simplement parce qu'ils ne sont pas satisfaits du Japon. Ils agissent ainsi car ils accusent le Japon de se comporter comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais, pour moi, il semble que c'est la Chine qui agit comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment appelez-vous un pays qui punit tout le monde simplement en fonction de leur race? Pour moi, cela ressemble trop à la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, le ministre chinois des Affaires étrangères a répondu à tout cela, et voici ce qu'il a dit. La force militaire. Si le Japon intervient militairement dans le détroit de Taïwan, ce sera une agression et la Chine réagira fermement. La Chine exercera fermement ses droits à l'autodéfense accordés par la Charte des Nations Unies et le droit international et défendra résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. La Chine exhorte le Japon à reconnaître ses crimes historiques, à cesser de s'immiscer dans ses affaires, d'arrêter les provocations et de ne pas s'aventurer sur la question de Taïwan. Ceux qui jouent avec le feu finiront par s'y brûler. En parlant de provoquer des problèmes, il semble que la Chine vient d'enlever une citoyenne indienne, parce qu'ils affirment qu'elle vient d'une région qui appartient à la Chine. Le 21 novembre, une citoyenne indienne voyageait au Japon, mais en chemin, elle avait une escale à Shanghai. Lors de cette escale, les autorités chinoises l'ont arrêtée, affirmant que son passeport était invalide. Maintenant, pourquoi considérerait-il le passeport comme invalide ? Eh bien parce que, selon la Chine, le passeport indien indiquait qu'elle était née à Arunachal Pradesh, qui est un État indien. Mais selon la Chine, cet État n'est pas du tout indien. Le Parti communiste chinois nomme cette région Tibet méridional et l'estime partie intégrante de la Chine. Et c'est pourquoi le Parti communiste chinois a essentiellement enlevé cette fille pendant près d'une journée. Maintenant, le pire, c'est qu'elle n'a pu joindre ni sa famille, ni ses avocats. Parce que lorsque vous êtes en Chine, vous ne pouvez pas utiliser d'applications étrangères, sans avoir un VPN. Et elle ne pensait pas qu'elle se retrouverait coincée dans une prison chinoise à l'aéroport, donc elle n'avait pas installé de VPN. Heureusement, elle a fini par envoyer un message à sa famille, qui a alors contacté l'ambassade de l'Inde en Chine. Puis, l'ambassade de l'Inde à Shanghai a dû intervenir pour la faire libérer de la garde à vue chinoise. Pour la Chine, toute cette histoire est fausse. Écoutez bien. Elle a été détenue pendant 18 heures. Elle n'a reçu aucune nourriture, aucune information et son passeport lui a été confisqué. C'est ce qu'elle a déclaré. Comment la Chine justifie-t-elle cela? Eh bien, il nie tout simplement toutes ces allégations. La Chine affirme que toutes les règles et réglementations ont été respectées. Tout d'abord, Tana est un territoire chinois. La Chine ne reconnaît jamais le soi-disant Arunachal Pradesh, établi illégalement par l'Inde. Pour le cas individuel mentionné, nous avons été informés tout au long du processus.
Les autorités chinoises de contrôle aux frontières ont suivi toute la procédure conformément aux lois et règlements, ont appliqué la loi de manière juste et ont pleinement protégé la loi. Les intérêts fondamentaux de la personne concernée ont été respectés. Il n'y a eu aucune soi-disant mesure coercitive, détention ou harcèlement. Les compagnies aériennes ont également fourni un lieu de repos, des boissons et de la nourriture à la personne concernée. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, mais la Chine compte environ 700 millions de caméras de surveillance dans tout le pays. Je suis sûr qu'il y en a aussi à l'intérieur des aéroports. Si la Chine veut prouver que cette histoire est fausse, elle peut publier les images. Les médias ont demandé à la Chine de le faire, mais elle ne l'a pas fait. Je pense que vous devinez pourquoi. Qui ment ici ? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la Chine a 14 voisins, et elle a eu des différends territoriaux avec chacun d'entre eux. Il y a un acteur commun dans tous ces différends. Et, selon le Parti communiste chinois, les frontières chinoises ne s'arrêtent jamais. C'est tout pour moi. Je suis Sam. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Le pseudo Twitter s'affichera à l'écran, avec un lien en description. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.